L'objectif donc de ce webinaire, c'est de pouvoir, répondre à vos questions et de vous présenter, concrètement quelles sont les missions d'un DAC de façon générale, hein, peu importe le DAC que vous allez solliciter en France, mais ensuite vous préciser un peu plus, comment ça fonctionne au niveau, du DAC, de notre département. Donc si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un DAC? Un DAC, c'est un outil, départemental, en tout cas pour le département du Cher, qui est mis à disposition des professionnels. Quand je parle de professionnels, je parle de tout type de professionnels, que ce soit, des professionnels du champ sanitaire, du champ social, médico-social, même des élus et des collectivités. En fait, l'ambition d'un DAC, c'est vraiment d'être un outil, ressource, un outil dédié aux professionnels et vraiment, c'est comme ça que ça a été construit. On n'est pas du tout un outil qui est, mobilisable par, les usagers. Le DAC, il est constitué d'une équipe qui est spécialisée dans la coordination, la mise en lien, la subsidiarité. J'y reviendrai, plus tard dans ce webinaire. Mais le DAC, l'équipe qui compose le DAC n'est pas, experte d'une pathologie, pas experte d'un public. Nous, notre plus-value, elle va reposer sur la coordination et la capacité qu'on va avoir à mettre en lien des acteurs avec les bonnes ressources sur le territoire. Et l'objectif général d'un DAC, c'est ce qu'on va appeler la fluidification des parcours de santé de la population. Quand je parle de population, je parle de toute la population du Cher, puisque comme je l'ai dit juste avant, on n'a pas de critères d'intervention pour le DAC. On intervient sur tout âge, toute pathologie, tout public. Et donc, vous pouvez nous solliciter aussi bien pour des enfants que des adolescents, des adultes, des personnes âgées. Nous, on va vraiment réfléchir à comment fluidifier le parcours de santé de toute la population. Maintenant, les DAC, quand je vous parle que le DAC doit répondre, à un professionnel qui est en difficulté, sur le parcours d'un usager, comment est-ce qu'un DAC peut vraiment répondre, et quelle réponse peut apporter, le DAC? On a, une palette de solutions qui constituent, les missions socles d'un DAC. Peu importe le DAC que vous allez mobiliser en France, vous aurez systématiquement ces 3 missions types que sont l'information orientation, l'appui à la coordination et l'animation territoriale. Donc, je vais revenir sur chacune de ces missions de manière un peu plus détaillée. Pour ce qui est de l'information orientation, en fait, lorsque le professionnel va nous appeler ou nous envoyer un email et nous exposer sa difficulté, on va, prenons l'exemple d'un médecin qui exerce, en centre hospitalier, un médecin qui est, intérimaire. On peut avoir, le cas de figure où ce médecin ne connaît pas les ressources du territoire, il est en difficulté, il a un patient auprès de qui, il voudrait, mettre en place des soins palliatifs. Il peut nous appeler. Nous, on va avoir connaissance de l'existence de l'équipe d'appui départementale en soins palliatifs. On va lui communiquer les coordonnées, lui indiquer, quelles sont les procédures à suivre pour pouvoir mettre en place l'appui de cette équipe mobile. Et on va du coup résoudre sa difficulté à un instant T qui est une problématique de ressources. Nous, ce qu'on va faire, c'est que le référent parcours du DAC va lui donner une information. Ça, c'est le premier niveau. On peut également donner des orientations, c'est-à-dire que vous pouvez, en tant que professionnel, contacter le DAC de manière à ce que vous puissiez exposer la difficulté que vous rencontrez et on peut à ce moment-là faire une orientation. Donc on va vous donner, quelques éléments, ça peut être des coordonnées de différents acteurs pour, que vous puissiez continuer, seul la coordination, du parcours du patient. On a déjà eu le cas de figure, par exemple, d'une infirmière libérale qui avait constaté, des conditions de vie, insalubres pour un de ses patients auprès de qui elle intervenait et qui nous a sollicité parce qu'elle ne savait pas vers qui, se tourner, vers qui orienter, quelles étaient les démarches à suivre. Nous, on lui a indiqué que le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne existait et ensuite, il fallait, se connecter sur Histologe pour entamer une procédure et ensuite voir comment mettre en place, le relogement de son patient. Cette mission d'information-orientation, on est vraiment sur un décloisonnement, des secteurs puisque la difficulté, ne pas connaître une ressource pour un médecin, ça ne va pas être la même ressource, la même difficulté pour un travailleur social. L'idée, c'est vraiment de pouvoir décloisonner et permettre à tous les acteurs d'avoir une seule porte d'entrée. Au niveau des exemples qui s'affichent, donc c'est que des exemples qu'on a déjà eus d'ailleurs. On a, pour l'information orientation, je vous l'accorde, c'est plutôt pour une réponse pour des difficultés qu'on va dire plutôt simples.
la réponse qu'on peut apporter, qui vont être assez rapides. On va avoir une réponse, formulée en soit immédiatement, soit dans les 24 à 48 heures par le DAC. Mais il existe aussi des situations beaucoup plus complexes qui vont nécessiter, du coup, de la coordination. Et c'est là, du coup, qu'on va avoir la deuxième mission, la deuxième réponse dans la palette de solutions du DAC, qui est l'appui à la coordination. Pour tout ce qui est situations complexes, donc des situations, qui avec, multifactorielles, où on a, aussi bien le champ médical qui pose souci que le champ social, l'environnement familial, parfois un usager qui est en refus, de soins. L'idée, c'est de pouvoir, apporter quand même une réponse. Donc je vous invite à imaginer une pelote de laine. La situation complexe, c'est une pelote de laine, concrètement, avec, tout plein de nœuds, qui est très emmêlé, et on va dire qu'une partie des nœuds, ça va relever, par exemple, le démêlage d'une partie de ces nœuds, ça va relever peut-être du champ du médecin traitant, une partie, du mandataire judiciaire et une autre du travailleur social. Chacun des intervenants sur la situation va essayer de démêler les nœuds dans lesquels il a un champ de compétences, mais c'est pas pour autant que la situation arrive à se stabiliser et à ne plus être complexe, qu'on arrive à résoudre toutes les difficultés sur cette situation. À ce moment-là, c'est là où nous, le DAC a une plus-value. On a une équipe de référents parcours où le référent parcours, là, il est là pour prendre de la hauteur vis-à-vis de cette pelote de laine, de la regarder dans sa globalité, de regarder tous les nœuds qui figurent dans le parcours de l'usager et de se dire à un moment donné, alors là, je vois ce qui se passe, je vais établir avec l'usager, avec les partenaires présents, une feuille de route. On va appeler ça un PPCS, un plan personnalisé de coordination en santé, pour du coup trouver une feuille de route qui va permettre de démêler complètement cette pelote de laine, ou en tout cas tout ou partie. Lorsque le référent parcours est détaché sur une situation, il va mettre en place ce PPCS et il va être le garant de la mise en œuvre de ce PPCS. Il va vraiment être là pour être sûr que l'information entre le médecin traitant, l'infirmière libérale, le mandataire judiciaire circule, que chacun ne soit plus en difficulté dans la mise en œuvre et dans la résolution des difficultés. Et c'est comme ça qu'on arrive du coup à fluidifier le parcours de santé. Donc quand on détache un référent parcours, ça peut être, ponctuel, ça peut être seulement pour quelques semaines, mais ça peut être aussi au long cours. Lorsqu'on a des situations très complexes, un référent parcours du DAC, il peut intervenir pendant, plusieurs mois sur une même situation, le temps d'arriver à la stabiliser. Et lorsque les intervenants, les différents acteurs arrivent à stabiliser la situation, que le référent parcours finalement n'a plus de plus-value, sur cette situation, le référent parcours DAC se retire et la coordination continue avec les intervenants, qui, étaient déjà sur la situation. Au niveau donc des missions socles du DAC, il y a une troisième mission qui est l'animation territoriale. Autant la mission 1 et 2, on est d'accord, c'est sur une échelle individuelle. C'est un professionnel A qui a une difficulté sur le parcours d'un usager B. L'animation territoriale, elle n'est pas là pour résoudre à un niveau individuel, elle est là pour réfléchir à un niveau collectif. On a en fait les référents parcours du DAC qui alimentent un outil que nous avons, c'est l'Observatoire des ruptures de parcours, qui leur permet de qualifier les ruptures rencontrées, tout ce qu'elles vont observer, les manques sur le territoire notamment. Et nous, ensuite, on travaille, on objective ces données avec des partenaires pour alimenter des projets territoriaux, construire des projets territoriaux, alimenter des instances de réflexion comme le Conseil territorial en santé, pour voir comment est-ce qu'on peut structurer à une échelle collective des parcours de santé. Par exemple, sur, le parcours en oncologie, on peut, se dire que pour une personne qui a une pathologie cancéreuse, entre la phase de diagnostic, d'annonce, de la maladie, la prise en charge et même les suites après la rémission, il peut y avoir différentes ruptures dans le parcours. Ça peut être à un niveau individuel que pour une seule personne, mais peut-être que ces ruptures se répètent systématiquement. Donc collectivement, comment est-ce qu'on peut mettre tout le monde autour de la table pour travailler et à ce que ces ruptures ne se reproduisent plus et du coup, in fine, avoir un impact sur une échelle individuelle. Le DAC, il a du coup une dimension sur les parcours individuels et une dimension sur les parcours à une échelle collective. Donc là, si je récapitule, par rapport à la palette de solutions, que peut proposer le DAC, on a un professionnel qui va nous solliciter parce qu'il rencontre une difficulté. Nous, on va analyser cette difficulté et ensuite on va qualifier la réponse à apporter qui va être de différentes natures, soit de la mission 1, information, orientation, soit de la mission 2, de la mise en place d'une coordination par un référent parcours DAC, soit de la mission 3 avec de l'animation territoriale.
Au niveau des DAC, donc ce que je vous disais, c'est qu'il existe 3 missions socles, mais en France, il existe aussi des missions complémentaires pour certains DAC. Je sais qu'il y a par exemple le DAC du 58, me semble-t-il, qui porte une équipe mobile de soins palliatifs, je crois. Mais par exemple, sur la région Centre-Val de Loire, on a une mission complémentaire qui est commune à tous les DAC, qui nous a été confiée par l'ARS et qui est la coordination des soins oncologiques de support. Donc, sur le département du Cher, le DAC dispose d'une enveloppe financière qui permet à des personnes atteintes de cancer de pouvoir accéder à une prise en charge psychologique, diététique, socio-esthétique et même un bilan d'activité physique adaptée. Cette enveloppe financière, elle est mobilisable sur adressage d'un professionnel de santé, donc un oncologue, un médecin traitant, même un pharmacien, une infirmière libérale, un kinésithérapeute, en tout cas quelqu'un qui voit le patient, qui est capable d'évaluer le besoin à un instant T de celui-ci, et ensuite de remplir le formulaire d'adressage qui est téléchargeable sur notre site internet appuisantéberry.fr, rubrique SOS. C'est un formulaire d'adressage assez simple, mais qui permet du coup à des patients atteints de cancer de pouvoir débuter un accompagnement. Donc ça, c'est une mission complémentaire qui est un peu éloignée des missions socles, mais en tout cas, on se doit de vous communiquer sur cette mission pour que vous l'ayez en tête. Maintenant, pour mettre en œuvre toutes ces missions, on a une équipe de 12 salariés au niveau du DAC 18. Donc, on a Madame Péchard, ici présente, notre directrice. On a une assistante administrative, une chargée de mission, un médecin coordonnateur qui est le docteur Ovas Preli, qui est gérontopsychiatre et qui est là alors seulement sur un 10%, mais qui nous permet, lors de nos temps de réunion d'équipe hebdomadaire, d'apporter un appui médical et un regard un peu plus poussé sur certaines situations et pour nous permettre de mieux analyser et de qualifier quelles réponses on va apporter aux professionnels. Et ensuite, le cœur du DAC, ce sont les référents parcours. On a 8 référents parcours euh, dans notre équipe qui sont les professionnels qui vont être en lien avec les professionnels en difficulté, qui vont être sur le terrain, au contact des usagers. Et donc, parmi ces 8 référents parcours, quand bien même, ce que je disais au début, on met en valeur leur expertise dans la coordination, elles sont toutes de formation initiale et de parcours, enfin d'horizons différents. Certaines sont infirmières, certaines sont conseillères en économie sociale et familiale. On a également une assistante sociale et des éducatrices spécialisées qui ont travaillé soit dans le champ de l'enfance, du handicap, de la personne âgée, de la précarité, de l'insertion, même du relogement. L'idée, c'est, de par leur expérience passée, on va pouvoir étudier en fait la difficulté du professionnel avec un regard pluriprofessionnel et pluridisciplinaire, de sorte à vraiment aiguiller et apporter une aide aux professionnels qui est en difficulté. Ça me permet de rebondir sur qu'est-ce qu'un référent parcours DAC, puisque vous le savez peut-être, mais le terme, la sémantique référent parcours n'est pas propre qu'au DAC. Il y a d'autres professionnels sur le territoire du Cher et dans d'autres départements qui utilisent du coup la même sémantique, qui n'ont pas forcément les mêmes missions. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter vraiment qu'est-ce qu'on met, nous, derrière la terminologie référent parcours au sein du DAC. Et pour nous, un référent parcours, ça va être un coordonnateur qui va apporter un appui aux professionnels, donc qui rencontre la difficulté dans l'accompagnement d'un usager. Et en fait, le référent parcours DAC, lui, il va investiguer dans la globalité de la situation. Vous le voyez sur le schéma. On va vraiment se pencher sur le côté santé, mais aussi sur l'environnement familial, le lieu de vie, le contexte social, scolaire, professionnel, ce qui se passe au niveau des actes de la vie quotidienne. On va tout investiguer pour être en capacité d'avoir une bonne évaluation multidimensionnelle, de bien pouvoir appréhender la situation. Et en fonction, on va du coup informer, orienter, coordonner, voire mettre en place de l'animation territoriale pour appuyer le professionnel. Le référent parcours, il exerce en subsidiarité en seconde ligne. Ce qu'on appelle seconde ligne, c'est qu'on n'est pas un service qui a vocation à remplacer les services qui existent sur le territoire. Nous, on est là pour
identifier ce qui existe et mobiliser au bon moment les acteurs compétents de proximité. Donc si on a, besoin à un moment donné de travailler, sur une dimension sociale avec, du coup, un assistant social, de secteur, on va du coup réenvoyer la situation, vers, ce professionnel. Si, on a besoin de mobiliser le mandataire judiciaire, ce sera la même chose, le médecin, l'infirmier libéral. L'idée, c'est vraiment de travailler en seconde ligne. Nous, on se positionne par rapport à la pelote de laine de tout à l'heure, avec un peu de hauteur et une vision systémique de la situation, on est vraiment en seconde ligne. Et on travaille du coup en collaboration avec l'ensemble des partenaires. On essaie vraiment de travailler avec tout le monde et dans une logique de réciprocité. On transmet des informations, on en attend en retour également pour pouvoir justement être garant, de la bonne coordination, du parcours de l'usager. Ce que je n'ai pas précisé par rapport à la diapositive précédente sur, l'équipe du DAC, il faut savoir que le DAC est reconnu, par la loi comme équipe de soins. Donc on est habilité du coup à avoir des informations médicales et c'est ce qui nous permet du coup de pouvoir vraiment aborder une situation dans sa globalité. Donc maintenant, comment nous solliciter? Si vous souhaitez, si vous ne savez pas trop, enfin, si vous savez d'ores et déjà que votre demande relève plutôt d'une mission 2, du coup, d'un détachement d'un référent parcours, on a un formulaire en ligne qui est téléchargeable sur notre site internet. C'est un formulaire recto verso qui nous permet de dresser, une bonne photographie de la situation et de voir, d'ores et déjà comment, on va mettre en place un accompagnement par un référent parcours. Si vous avez un doute, vous pouvez directement nous appeler. On a des référents parcours de permanence tous les jours. Du coup, on vous passera un référent parcours pour que vous exposiez votre difficulté. Et en fonction, le référent parcours, du coup, va travailler, va évaluer votre difficulté et vous apporter une réponse adaptée, que ce soit de l'information, l'orientation ou vous proposer de renseigner le formulaire de demande d'appui de sorte à ce qu'on puisse réfléchir en équipe à quel référent parcours on va détacher auprès de votre situation et sous quel délai. On a donc, un numéro, de standard. On a 2 adresses email, une adresse mail générique, mais également une adresse, mail, sécurisée en santé, notamment pour les professionnels de santé. Donc il est possible de nous faire parvenir vos demandes d'appui, sur cette adresse mail. On est ouvert, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures. Nous sommes situés à Bourges. Alors nous n'accueillons pas de public, mais nous accueillons volontiers des professionnels, notamment pour tout ce qui est, synthèse. Et donc vous pouvez, nous retrouver retrouver toutes les informations sur notre site internet, également, sur notre page LinkedIn où on essaie de relayer des actualités sur des partenaires et on a une page YouTube sur laquelle vous pourrez notamment retrouver le replay de ce webinaire. Je vais tout de suite arrêter mon partage d'écran. Et je vais vous inviter à poser, les éventuelles questions que vous avez, de sorte à ce qu'on puisse y répondre avec madame Péchard, ici présente. Merci Mathilde pour cette présentation. Est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? C'est dur de se lancer, hein. Est-ce que certains d'entre nous ont déjà travaillé, avec des référents parcours du DAC et souhaitent faire un retour ou questionner, notre intervention? Je vois qu'il y a une question de madame Claerbou. Je vous invite à prendre la parole. Je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît? Il y a un problème technique. Est-ce que vous nous entendez, madame? Sinon, vous pouvez poser votre question, dans le chat directement. Ah, je n'y arrive pas. Si c'est possible, posez votre question, dans le chat et on essaiera, de répondre. Est-ce que les autres participants vous avez des questions? Bonjour, je me présente, Christelle Evin, je suis cadre supérieur au centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges. Alors moi, ce n'est pas forcément une question, mais juste pour dire que j'avais fait partie de la cellule appui séjour long sur le centre hospitalier Jacques-Cœur et qu'avec Madame Solange, qui est le cadre des assistantes sociales, nous faisions appel régulièrement
à la DAC pour nous aider dans les problématiques de sortie sur les patients. Donc, c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années et qui nous aide bien en fait à finaliser les sorties et puis à améliorer le parcours patient sur le centre hospitalier Jacques-Cœur. Voilà. Je vous remercie de ce témoignage. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le centre hospitalier Jacques-Cœur et notamment le service social. Il faut savoir que sur le début, enfin, en tout cas depuis janvier 2023, on a à peu près 20% de nos adressages qui sont en lien du coup avec des services hospitaliers et notamment les services sociaux. Donc, on a vraiment une forte activité par rapport aux sorties d'hospitalisation. Oui, tout à fait. Madame Hernandez, vous souhaitez prendre la parole? Oui, bonjour, vous m'entendez? Sophie Hernandez, donc je suis travailleure sociale, conseillère en économie sociale et familiale. Et je voulais apporter un témoignage déjà d'une part, puis après j'ai une question. Dans le cadre du DAC, voilà, il y a une situation où j'interviens et il est plutôt très intéressant de se poser. C'est une situation complexe dans le sud du département. Voilà, je fais le territoire sud. Où il y a l'avantage en fait d'avoir multi-partenaires et on est dans le même profil et lignée de plan d'action via l'intéressé en fait, qui peut participer aussi à ce temps de coordination, ce qui est une donnée très importante parce qu'on peut se retrouver dans des situations à être plusieurs partenaires. Et pour l'intéressé, ça peut être aussi complexe de savoir qui fait quoi. Et du coup, on a chacun notre petit bout de mission, on va dire. Et l'intérêt, c'est que l'intéressé soit au milieu et surtout central, je dirais, dans les problématiques. Et effectivement, je confirme que bien qu'il y ait une coordination, dans les situations complexes, pour autant, ça peut effectivement rester très complexe. Tout à Voilà. fait. Et C'est pas une baguette magique non plus. non, du tout. Il n'y a pas de baguette magique parce que tout dépend aussi, je veux dire, de la capacité, des moyens que la personne est consciente ou pas, qu'elle a pour faire évoluer une situation plus favorablement, on va dire. Oui, tout à fait. Mmh. En fait, évidemment, l'usager, il est au cœur de la pratique du référent parcours. Le référent parcours, certes, il vient en appui aux professionnels et il va, pour mener son évaluation multidimensionnelle, travailler avec tout le monde, mais il va aussi recueillir le projet de vie de la personne pour essayer de faire matcher, du coup, le projet de vie et les attentes des professionnels et essayer de construire quelque chose. Après, on n'arrive pas toujours à résoudre toutes les situations, la complexité, ça part directement, en fait, on n'arrive pas toujours à tout résoudre. Et du coup, j'avais une question parce que j'ai une situation en tête, une deuxième situation où voilà, on est multi-partenaires et on est aussi en difficulté. Par contre, j'ai loupé un petit peu le début là, peut-être que ça a été dit au départ. On suppose tout en amont que avant vous contacter, il faut aussi en parler avec l'intéressé. Oui, alors C'est nous, la première clé d'entrée. c'est ça. Nous, on travaille, on a besoin que la personne soit à minima informée du fait que le professionnel va solliciter le DAC, va solliciter une nouvelle ressource pour l'aider dans son parcours. Parce que du coup, quand on va intervenir auprès de la personne, déjà, ça permet qu'on ne soit pas mis à la porte directement. Et ensuite, nous, on va travailler à recueillir le consentement de la personne au fait qu'on intervienne. Si quelqu'un ne veut pas de notre intervention, on va essayer de retourner une ou deux fois, de créer du lien parce que l'intérêt du référent parcours, c'est que comme on est spécialisé dans la coordination, nous, on a un peu plus de temps que d'autres professionnels pour essayer de créer du lien avec l'usager et rentrer dans une relation de confiance pour faciliter et du coup appuyer ce projet personnalisé de coordination en santé. Mais il faut nécessairement l'informer en première intention à minima. D'ailleurs, sur le formulaire d'appui, vous retrouverez des cases tout en haut du formulaire qui vous posent d'entrée la question de savoir si vous avez informé la personne de votre démarche. Et nous, on reviendra vers vous si les cases ne sont pas remplies. On s'en assurera. D'accord. Merci beaucoup. De rien.
Donc, je vois qu'il y a une question dans le chat. J'aurais aimé savoir si l'on peut faire appel à vos services pour l'orientation vers la prise en charge et la protection de personnes toxicomanes en grande vulnérabilité, pardon. Il s'agit d'une femme sans domicile qui sort de cure. Eh bien, on a déjà eu le cas de figure, on a déjà eu des situations pour des personnes sans domicile fixe, ou d'ailleurs, c'était une personne de mémoire polytoxicomane qui avait notamment des troubles cognitifs et pour qui on a mis en place toute une coordination pour déjà travailler sur la problématique du coup de polytoxicomane et travailler sur le fait que la personne était sans domicile, voir comment on pouvait travailler un projet peut-être d'accueil, alors c'était c'était plutôt un accueil vers un EHPAD de mémoire. Mais du coup, on a travaillé ça, donc oui, tout à fait, vous pouvez nous orienter ce type de situation. On est vraiment sur tout public, toute pathologie, toute problématique. Je peux vous donner un exemple aussi. Par exemple, là, récemment, on a eu un adressage du service hygiène d'une mairie. Donc là, on n'est pas du tout dans un professionnel comme on pourrait penser de santé ou social, mais ce service hygiène était en difficulté parce que il y avait besoin de mettre un arrêté de mise en péril, c'est ça? Oui. Du logement. Et du coup, plusieurs professionnels, une infirmière libérale, un mandataire judiciaire, avaient alerté sur le fait que le logement menaçait de s'écrouler. C'est quelqu'un qui avait des difficultés et qui du coup relevait du champ de la psychiatrie. Je crois que c'est quelqu'un qui a été hospitalisé à George Sand par la suite. Et la demande finalement du service hygiène de la mairie, c'était de travailler du coup avec les partenaires, avec l'usager, pour voir comment le sortir de ce logement, de manière à pouvoir mettre en application l'arrêté de mise en péril et ensuite travailler du coup avec l'hospitalisation, le relogement. Donc le référent parcours sur cette situation, il a travaillé avec le centre hospitalier Georges Sand, avec l'équipe mobile psychiatrie précarité, la Croix-Marine du coup de mémoire pour les mandataires judiciaires. Il a identifié quels étaient les besoins de coordination, essayer de fluidifier un petit peu les échanges avec tout le monde. Et l'outil qu'il a utilisé, in fine, c'est l'organisation d'un temps de synthèse partenarial avec tous les acteurs autour de la table pour travailler un plan de coordination. Et de mémoire, je crois que sur cette situation, il a été défini que les acteurs pouvaient par la suite gérer par eux-mêmes la coordination, qu'il n'y avait pas de plus-value à ce que le référent parcours intervienne au long cours. Mais en tout cas, le référent parcours a aidé les professionnels à travailler ensemble un projet autour de ce monsieur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois pas tous les participants. C'est l'occasion de poser vos questions ou de faire vos retours. Madame Lafarjas, j'espère que je ne vais pas écorcher votre nom de famille, désolée. Lafarjas, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Je suis travailleur social à l'accueil familial social et j'aurais voulu savoir si vous pouviez éventuellement faire intervenir auprès des médecins traitants parce que sur mon secteur, il y a une maison médicale où 2 médecins, a priori, n'acceptent plus de recevoir certains patients qui ne viennent pas régulièrement au cabinet médical. Donc, on se retrouve avec des personnes qui n'ont plus de médecin traitant et de personnes vulnérables en situation de handicap ou personnes âgées. Oui. Alors, on n'a pas de levier pour qu'un médecin accepte de prendre en tout cas déjà des nouveaux patients. Et pour ce cas de figure, on peut essayer de prendre contact avec le médecin. C'est déjà arrivé sur certains de nos suivis pour exposer la problématique et voir comment on peut appuyer le professionnel pour qu'il continue du coup de consulter et de prendre en charge ces familles. Mais on n'a pas non plus une marge de manœuvre folle. On essaie. Là, il ne s'agit pas de nouveaux patients, hein. Il s'agit de personnes qui étaient suivies par ce médecin et qui leur dit non, je ne veux plus vous recevoir parce que vous ne venez pas suffisamment souvent dans l'année. Oui, c'est ce que j'essaie de dire. Je me suis peut-être mal exprimée, mais effectivement, on a le cas de figure, nous aussi, sur nos suivis, sur nos accompagnements DAC, où parfois, du fait de la complexité de la situation, le patient ne peut plus forcément se rendre ou oublie des rendez-vous. Donc, du fait du contexte actuel, on sait que beaucoup de médecins, en cas d'oubli de rendez-vous, du coup, préfèrent
arrêter de prendre en charge ses patients. Donc ce cas de figure, on le connaît, mais on n'a pas de marge de manœuvre, à part essayer d'entamer une médiation avec le médecin et de voir avec lui comment on peut l'aider, si vraiment, enfin, quel est le point de rupture. Mais on n'a pas de levier magique non plus. On est coincés nous aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas interférer avec la pratique professionnelle du professionnel, d'autant qu'on n'a pas l'historique de la situation et du pourquoi il en vient à prendre cette décision. En revanche, on peut essayer de proposer un temps peut-être d'échange entre tous les partenaires pour effectivement voir s'il y a des leviers qui permettraient à la personne de pouvoir venir, d'honorer ses rendez-vous. C'est vraiment se poser sur, avant d'arrêter. L'idéal, ça serait de te dire, avant d'arrêter, on se contacte, on met tout sur la table, on voit ce qu'il est possible de travailler dur. Et c'est en ça qu'on, voilà, si on pouvait en être informé avant de ces situations, on pourrait peut-être travailler sur des réunions de synthèse, effectivement, pour voir quels leviers sont mobilisables pour permettre à la personne de continuer à honorer ses rendez-vous et pas arriver dans de telles situations. Ça serait plus là-dessus, ce serait vraiment travailler avec qu'est-ce qui peut être mis en place avec la personne pour qu'elle continue à aller à ses rendez-vous. Oui. Après, c'est vrai que les personnes sont prévenues, au moment où elles prennent rendez-vous, on leur dit: non, c'est plus possible, on ne vous accepte plus dans la patientèle», donc on n'est pas informé auparavant, si vous voulez. Non, mais vous pouvez quand même essayer de nous informer de ça, parce qu'après, on peut essayer de voir peut-être les CPTS, comment travailler avec ce professionnel, mais effectivement, on ne peut pas interférer dans la pratique. Oui, oui, tout à fait. OK, merci. De rien. Une ultime question peut-être? Non. Oui, je vois que quelqu'un prend la parole, enfin, lève la main. Ah, vous avez vos micros. Voilà, donc je suis Séverine Berthelot de l'association Le Relais. Donc moi, je suis coordonnatrice sur les parcours d'insertion vers l'emploi. Du coup, on a des salariés qui travaillent en chantier d'insertion et on est parfois confronté à devoir mettre en place une demande de reconnaissance travailleur handicapé pour laquelle on se retrouve parfois en difficulté parce qu'il n'y a pas de médecin traitant et du coup, on n'a pas le fameux certificat médical qui est utile pour présenter le dossier MDPH. Est-ce que du coup, dans ce cadre-là, on peut avoir votre appui pour constituer le dossier? Oui, vous pouvez nous contacter par rapport à ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie dans un premier temps, pour la situation individuelle, de trouver une solution avec un référent parcours, voir qu'est-ce qu'on peut mobiliser sur le territoire. Et ensuite, on le fait aussi remonter dans le cadre de l'animation territoriale, parce qu'on a des instances avec notamment la MDPH, avec la RAPT, également la réponse accompagnée pour tous, pour voir comment on peut travailler. Il y a quelques mois de ça, on avait évoqué c'était l'ancienne directrice autonomie, voir comment on pouvait travailler des parcours et fluidifier justement tout ça. Donc, on continue les chantiers, en tout cas sur l'animation territoriale, par rapport à cette problématique qui est très récurrente sur le territoire. Il y a Madame Blanchard qui va vous répondre, je pense, elle a levé la main. Ah oui, du coup, Madame Blanchard, allez-y si vous souhaitez répondre. Oui, bonjour. Donc Sophie Blanchard, je suis directrice adjointe de la direction autonomie et de la MDPH. Donc justement, je viens compléter la réponse. On est bien au courant, bien sûr, qu'il y a certaines situations où, faute de médecin traitant, les personnes ne peuvent pas déposer, obtenir de certificat médical CERFA pour la demande MDPH. Donc on a déjà communiqué un petit peu auprès de certains partenaires qui nous ont sollicité et on va le faire plus largement auprès de tous, qu'on accepte à titre dérogatoire d'étudier. On le fait déjà depuis plusieurs mois, quand on est sollicité par soit des travailleurs sociaux ou pour des situations un peu complexes où les gens nous disent en effet qu'ils peuvent pas obtenir de certificat. On étudie d'abord le dossier avec d'autres éléments médicaux que le certificat médical obligatoire. Il faut dans ces cas-là que la personne nous fasse un courrier explicatif comme quoi elle n'a pas réussi à obtenir de rendez-vous auprès d'un médecin traitant, qu'elle n'en a pas. Et qu'elle nous joigne à ce moment-là tous les documents en sa possession qui puissent nous donner des informations médicales sur sa situation. Donc, soit des bilans précédents, des comptes rendus de radiographie, des ordonnances, des suivis médicaux autres.
Et donc, du coup, nous, on étudiera les médecins de la MDPH regarderont si ces éléments sont suffisants ou pas, notamment pour des dossiers simples, comme vous citez, pour une RQTH ou même pour une carte mobilité, des fois, où il y a certains droits où on peut étudier sans le certificat complet, surtout que parfois, c'est déjà quelqu'un qui est connu de nos services et la situation n'a peut-être pas changé depuis quelques temps. Donc, voilà. Donc, que ce soit dans les renouvellements ou les premières demandes, on accepte de regarder à titre dérogatoire et on dira après si ces éléments sont suffisants ou s'il faut absolument qu'on ait des éléments médicaux complémentaires. D'accord. Voilà, donc, on fera une communication un peu à tous les partenaires en ce sens, mais on a déjà cette procédure qui est à titre dérogatoire déjà appliquée depuis plusieurs mois dans nos services. On ne veut pas fermer la possibilité d'étudier des dossiers quand on a cette problématique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, pas la peine de passer forcément par le DAC. Vous pouvez directement, voilà, en nous écrivant, voilà, en sollicitant directement la MDPH, expliquer la situation. Notre mission d'information, si jamais on avait la question, on expliquerait qu'effectivement, la solution existe de manière dérogatoire. Bon, voilà, parce que c'est vrai que la loi, elle précise que on ne peut pas, au titre de la MDPH, étudier un dossier sans éléments médicaux. Hein, c'est vraiment la base. Le médical est une donnée obligatoire, mais bon, on a bien conscience que malheureusement, tout le monde n'arrive pas à avoir de rendez-vous et pour autant, donc, il ne faut pas que ça freine l'instruction des demandes et que, voilà, par d'autres biais, des fois, ça peut suffire à prendre des décisions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Madame Hernandez, est-ce que vous avez levé à nouveau la main? Oui, j'ai levé à nouveau la main par rapport au certificat médical. C'est vrai que c'est compliqué. Et nous, sur le terrain, au niveau du département, c'est une information qui existe. C'est pour pallier en partie, en grosse partie, à la défaillance de médecins. Il existe le cabinet médical itinérant qui peut être sollicité, où il y a la présence d'un médecin et ce bus circule sur les territoires les plus dépourvus. Alors, info pratique, peut-être que je peux passer là le numéro de téléphone en direct. J'ai déjà accompagné, moi, un monsieur, justement, pour un certificat médical. C'est vrai qu'on est amené à faire des choses qui vont au-delà de nos missions, certaines fois. Mais pour une première demande, là, pour un dossier MDPH, moi, j'ai accompagné un monsieur directement dans un petit village où le bus passait. Je peux donner le numéro de téléphone, c'est le 02 48 24 08 00 pour prendre rendez-vous, donc les mardis, jeudis de 14 à 16 heures. Voilà, c'est des créneaux bien définis. Mais le secrétaire médical disait qu'on peut quand même tenter en dehors de ces créneaux, peut-être qu'il peut y avoir une réponse. Voilà. Si ça peut être un petit élément parmi la problématique. Ça aide toujours. Madame Péchard a inscrit dans le chat le numéro et les éléments pour prendre rendez-vous que vous avez communiqués, de manière à ce que tout le monde puisse les avoir si quelqu'un n'a pas eu le temps de noter. Est-ce qu'il y a encore des questions, des retours? Il nous reste 5 minutes, c'est pour ça, je vous invite à les poser, sinon on clôturera ce webinaire. Si jamais vous avez encore besoin d'informations, vous n'hésitez pas à nous recontacter. Si vous souhaitez qu'on vienne échanger avec des équipes, faire une présentation entre nos équipes et vos équipes, c'est toujours possible. Alors, on n'a pas forcément de disponibilité tout de suite, mais en tout cas, on peut l'organiser sur l'année qui vient. Donc, il ne faut pas hésiter à nous ressolliciter s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Oui, vous pouvez envoyer toutes vos demandes sur l'adresse dac18@appuissanteberry. Je vous la renote dans le chat. Toutes vos demandes de présentation à cette adresse. Ça fonctionne. Bon, eh bien, s'il n'y a pas de questions complémentaires, en tout cas supplémentaires, on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous d'avoir pris part à ce temps d'échange et je vous souhaite donc une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir. bonne journée, au revoir.